Bienvenue à tous, très heureux de vous accueillir sur ce deuxième forum Restart, donc un forum qui est dédié à l'entrepreneuriat. Alors première conférence à laquelle vous allez assister, une conférence sur la création de sites web. Il y aura un deuxième volet sur l'intelligence artificielle au service du digital, comment vous, chef d'entreprise ou futur chef d'entreprise, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps et donc de l'argent. En dernier, de 16h à 16h50, comment créer une application, les pièges à éviter. Donc je vais laisser la parole à Aurélia Thésée, d'Initiative Agglomération Sophia Antipolis, pour le dérouler. Merci à tous. Donc rebonjour à tous, Aurélia Thésée, Initiative Agglomération Sophia Antipolis. Le sujet qui nous intéresse cet après-midi, donc ce sont les différentes étapes, les bons réflexes pour créer son site internet. Donc on peut avoir à la fois un site internet vitrine, mais on peut également avoir un site internet e-commerce. Donc l'objectif, c'est de vous donner les bons tuyaux, se poser les bonnes questions et recueillir également des témoignages de nos deux chefs d'entreprise ici présents qui ont pour l'une une expérience plutôt assez longue au niveau de l'entrepreneuriat, et pour Victor qui démarre. Donc voilà, on va avoir différentes étapes. Et nous pourrons donc avoir des retours de leur part sur les différentes étapes de la création d'un site vitrine ou d'un site e-commerce. Et nous aurons également l'intervention donc de la Chambre de commerce et de la Chambre de métier et de l'artisanat qui sont ici présents et qui pourront vous donner leur témoignage, leur retour, mais aussi les aides qu'ils peuvent vous apporter au quotidien tout au long de la vie de votre entreprise. Donc je vais passer la parole pour le tour de table. Je me suis présentée, je vais laisser donc Victor, on va changer, on va faire les hommes en premier. Donc Victor. Écoutez, merci de me donner la possibilité de m'exprimer sur mes dernières expériences. Donc, je m'appelle Victor Land, gérant de la société EV Garage Riviera, qui est l'unique et seul e-garage qui répare les véhicules électriques sur toute la zone PACA. Donc, on répond sur la demande de Marseille à Monaco et on répare et on entretient les véhicules électriques. Et tu as un site internet vitrine. Et j'ai un site, voilà, c'est ce qui est le plus important, c'est un site internet vitrine qui va bien être différent. Donc au moins nous avons les opposés. Et de mon site, c'était l'objectif, et je finirai là-dessus, c'est comment donner l'image de l'énergie dans un garage automobile. Parce que généralement, un garage automobile classique de ville n'a pas de site internet. Et il fallait donner envie aux clients de numériser, de moderniser le concept d'un garage classique. Parfait. Merci. Nora. Donc, je m'appelle Nora Lutoué. Donc, j'ai créé une marque qui s'appelle Nolidu. Donc, ça vient de, je ne sais pas si on le voit sur mon t-shirt, de No Limit Just You pour tous ceux qui se dépassent au quotidien. L'idée, c'était de créer alors voilà, on est dans les services, là, on est dans les produits finis, une marque de vêtements éco-responsables et confortable. Donc je suis partie de l'univers du sport et en me disant ce qui me passionne, ce sont ces tissus techniques qui permettent d'être stretch, donc qu'on peut porter dans le sport, et je les ai détournés pour un usage quotidien. Donc j'ai commencé à vendre en ligne des vêtements activewear il y a 8 ans maintenant. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un showroom à Valbonne, donc j'ai ma boutique en ligne et j'ai diversifié donc ma marque que je continue de vendre en B2C pour des vêtements de sport, et je vends aussi aux entreprises des uniformes éco-responsables à base de mes tissus techniques. Voilà l'histoire. Et j'ai donc un site e-commerce qui existe depuis 8 ans. Donc j'ai bossé sur plusieurs plateformes, j'ai migré. Donc voilà, moi l'idée c'est d'échanger avec vous sur ces questions-là. Je dis je ne suis pas une technicienne, mais j'ai travaillé avec des agences, j'ai travaillé sur mon référencement naturel, sur les pubs. Donc voilà, ravie d'échanger avec vous sur cette expérience. Donc merci Nora, merci. L'objectif, comme vous l'avez entendu, c'est bien d'avoir un retour de leur expérience et puis peut-être vous aider et vous éviter certains pièges. Je vais également passer la parole à Alexandre pour qu'il présente sa structure et ce qu'il peut vous apporter. Bonjour à tous, je suis Alexandre Gomez, je suis conseiller numérique au sein de la Chambre de métier et de l'artisanat. Donc moi, mon rôle, c'est d'accompagner les entreprises artisanales, que ce soit sur tous les volets du numérique, de la création et notamment la création de sites internet. On intervient sur plusieurs dispositifs. Là, aujourd'hui, on va voir un petit peu quels sont les bons points, les pièges à éviter pour la création d'un site internet. Donc voilà, je serais ravi d'échanger sur ce sujet. Merci.
Et puis du coup, je te laisse prendre la Bonjour parole. à tous, Aurèle Badache, conseillère en transition numérique à la Chambre de commerce et industrie. Donc en fait, j'intègre des processus de solutions digitales dans votre entreprise afin d'améliorer leur performance. Donc je conseille, je sensibilise, je vous accompagne dans votre transition numérique. J'élabore aussi pour vous des stratégies digitales et je suis aussi formatrice en intelligence artificielle. Voilà. Donc, on verra un petit peu l'intelligence artificielle en deuxième point. Et puis, n'hésitez pas à venir ensuite échanger avec moi. J'ai un stand juste en haut. Voilà. Merci. Merci à tous. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais m'adresser à nos deux spécialistes. Voilà. Donc, en fait, quelles ont été pour vous les étapes dans votre réflexion et dans votre action pour pouvoir créer votre site? Donc là, on va partir plutôt sur un site vitrine au démarrage. Et puis ensuite, je passerai la parole peut-être à Nora sur la partie e-commerce, mais vraiment sur les étapes du site vitrine. Par quoi tu as commencé en fait, toi, Victor? Au tout début, je pensais faire cette opération seul. Je me suis dit, bon, j'ai eu 3 ans d'études. Oui, c'est bon. J'ai eu 3 ans d'études, je suis autonome là-dessus, j'ai eu quelques cours en communication, développement de site internet. Bon, je me suis vite aperçu qu'en fait, c'était une perte de temps au niveau développement, que je perdais du temps pour d'autres opérations bien plus importantes pour la création de la société. Donc, j'ai externalisé la création du site internet. On m'a conseillé une société, j'ai eu plusieurs sociétés, il y avait des grands groupes ou sinon juste l'entrepreneur seul qui vous accompagne pour créer un site internet. J'ai pris cette solution-là. Je parlerai de budget si cela vous intéresse par la suite. L'idée, ça a été de pouvoir créer un site internet où, donc vitrine, où on donne nos horaires, nos actions, nos activités principales, de pouvoir faire une partie professionnelle et particulier. On a les 2 clients et on souhaitait vraiment les séparer en 2. Donc, personnellement, c'est un point où j'aimerais bien appuyer là-dessus, c'est quand on parle à un client B2B ou B2C, de bien différencier ces 2 points-là. Ensuite, il y a eu, dans mon ancien travail, donc j'étais salarié, je développais des constructeurs électriques, automobiles. On faisait du test drive, ça veut dire on proposait un calendrier sur le site internet où on pouvait positionner un horaire, de mettre ses données personnelles et essayer une voiture. C'est ce que vous faites généralement, je pense, quand vous essayez une voiture, vous le faites sur Internet. Et je voulais avoir ce service-là pour réparer sa voiture. Donc de là, on a eu sans faire de publicité, on a utilisé Calendly, où c'est gratuit. Donc ça, je pense, c'est une astuce pour vous, où on propose, donc on a 3 créneaux par jour, sur 5 jours, où vous pouvez venir pendant 1h30 si vous avez une panne de véhicule. On a affiché nos horaires, on a 3 horaires, il y a un horaire à 10h, à 14h et à 16h, où le client peut mettre ses données, donc 24 heures en amont, c'est-à-dire on peut intervenir le lendemain, ce qui est assez rare parce que normalement un garage, quand vous amenez votre véhicule, il y a 1 mois de délai, 1 mois et demi. Là, en fait, on se bloque des horaires sur notre plage de travail, et de là, on bloque et le client peut mettre ses données gratuitement. Il est rappelé et on intervient 24 heures après sur son véhicule. Donc c'est de pouvoir, moi, l'utilisation du site internet, c'est de pouvoir montrer qu'on est réactif, rapide et qu'on peut fournir un service de qualité. Donc c'est là-dessus où j'ai misé sur le site internet au niveau besoin de ce site. Très bien. Donc en fait, tu as réfléchi en amont à ce que tu voulais véhiculer comme valeur et comme message pour pouvoir ensuite construire ton site. Okay. Voilà. Donc, en fait, on va avoir donc cette fameuse étape qui serait la rédaction du cahier des charges pour bien poser les choses en amont avant de te lancer dans la création réelle, enfin, en tous les cas, l'identification de l'entreprise qui ensuite a pu te faire le site. Ce qui est assez compliqué, donc quand on externalise le site, c'est de faire comprendre aux prestataires ce que l'on souhaite vraiment, au niveau couleur, au niveau aspect, au niveau de la qualité du site internet. Là où j'ai un peu triché, alors c'est encore une astuce que je donne, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas c'est comment j'ai fonctionné. J'ai pris mes concurrents à l'échelle internationale. Donc il y avait une partie en Angleterre, aux États-Unis et en Europe, et on s'est inspiré de différents sites internet. Donc je lui ai transmis les 5 sites, on lui a donné nos pages couleurs.
Et ensuite, on a fait les textes. Et c'est là où l'étape est importante, c'est les fameux textes qui soient attractifs, qui donnent envie sur le site internet. Donc c'est pas tout simplement d'écrire sur un Word, c'est là où il a fallu se donner le temps. Ça a été personnellement la partie la plus dure, parce que le prestataire, c'est pas son job. Son job, c'est de créer le site internet. Donc de là, j'ai utilisé ChatGPT. Donc on y vient quand vous aviez à démarrer cette conversation. Donc ChatGPT, je l'ai utilisé il ne m'a pas aidé à 100%, il m'a aidé à faire les bases, donc 60% du boulot. Je lui ai demandé, je fais telle activité, puis-je avoir un texte. Donc pendant 2-3 heures, on a fait marcher le ChatGPT et on a eu une base. De cette base-là, il a fallu donner plus de caractères au texte, mais ça nous a permis d'avoir quelque chose il faut des phrases courtes, il faut des phrases qui donnent envie, et c'est là où ChatGPT m'a aidé personnellement. Ok, merci. Si on reprend, donc on a bien parlé de la rédaction du cahier des charges, on a également parlé, on n'a pas parlé du nom de domaine qui est important, donc est-ce que tu peux peut-être en toucher 2 mots ou Nora, si tu souhaites, hein, n'hésite pas. Sur les noms de domaine, on a voulu, je fais très attention au juridique, donc on a un avocat qui nous suit à 100%, là-dessus d'ailleurs je conseille énormément. L'avocat nous a pris des noms de domaine donc, par rapport au nom de la marque via l'INPI et ensuite racheté les noms de domaine. Alors tout simplement, le prestataire, il nous fait fonctionner le site via Hostinger. Et via Hostinger, on peut acheter des noms de domaine et on en a pris quasiment une 60aine. Donc au niveau budget unique, bon, c'est pas un énorme budget. À chaque fois, c'est des coûts de 2-5 € à renouveler tous les 2 ans. Tout de suite, on en a eu pour entre 400 et 500 €. Mais ça permet de bien être référencé ensuite via le Google AdWords. On y vient, je pense, après au niveau étape. Mais en tout cas, les noms de domaine, c'est très important à les prendre dès le début parce que moi, j'ai une crainte, c'est qu'on me copie l'idée. Et là, en fait, j'ai tout bloqué sur tous les aspects nom de domaine, site internet pour réparer une voiture électrique. Ils sont tous bloqués. Donc, c'est vraiment de bloquer là-dessus. Très bien. Est-ce que vous pouvez peut-être, que ce soit l'un ou l'autre, Alexandre ou Aurel, rebondir par rapport à ce qui vient d'être dit ? Du coup, alors je reviens juste rapidement sur le cahier des charges. Quand vous voulez créer un site internet, c'est super important déjà de savoir quel est l'objectif de votre site. Est-ce que vous voulez de la visibilité? Est-ce que vous voulez vendre? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une réservation derrière? Pour ça, il faut que vous connaissiez très bien votre clientèle, votre persona, votre client type, et que vous puissiez à partir de ça construire l'arborescence. C'est-à-dire, une fois que l'utilisateur est sur mon site, quel parcours je vais lui donner pour arriver là où je veux qu'il atterrisse. Deuxième point, sur la partie nom de domaine. Alors le nom de domaine finalement, vous savez, c'est le fameux chambredesmétiers.fr. C'est très important de le sécuriser. C'est-à-dire que quand vous allez réfléchir à un nom, imaginons voilà, l'atelier d'Alex, si aujourd'hui je veux créer une entreprise qui s'appelle l'atelier d'Alex, il y a de fortes chances que ce nom de domaine soit pris. Donc il faut réfléchir en amont déjà et vérifier que votre nom de domaine ne soit pas pris. Sinon, vous ne pourrez pas créer de site internet avec ce nom-là. On a eu ce problème-là d'ailleurs. Après, il y a des petites ruses. On peut s'amuser avec des tirets, des points. 06 ou ouais, effectivement. En tous les cas, il y a une recherche à mener en amont. Une fois que vous avez défini peut-être le nom commercial que vous voulez utiliser pour votre entreprise, n'hésitez pas à chercher sur Internet, à également voir sur l'INPI la disponibilité du nom et puis les extensions aussi .fr, .com, point ce que vous voulez finalement, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'extensions possibles. Donc, n'hésitez pas à chercher, à bien passer du temps là-dessus pour ne pas vous retrouver bloqué une fois que vous aurez déposé votre nom votre nom commercial, que vous ne puissiez pas ensuite utiliser ce nom commercial pour votre site internet. Donc ça, c'est 2 temps qui sont différents, mais qu'il faut bien prendre en considération. Aurel, tu veux rajouter quelque chose? Oui, donc une fois qu'on a élaboré sa stratégie en amont, notamment connaître son marché, surtout ses concurrents, sa cible, donc ses personas, l'élaboration en fait du cahier des charges est cruciale, notamment, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre,
sur l'arborescence, bien en fait créer toutes les pages, toute la structure de son site. Donc je vous invite déjà à structurer et ensuite faire un wireframe. Donc un wireframe, c'est vraiment mettre en place tous les visuels, tout le contenu que vous voulez mettre dedans. Faites aussi attention à l'aspect technique, hein. Donc comme l'a dit tout à l'heure, le contenu, ChatGPT fait tout, mais il faut aussi faire attention au SEO, le référencement naturel, où dedans il faut bien intégrer les mots-clés. Il y a des balises aussi, des balises images à référencer. C'est pas spécialement du no-code, mais vraiment faire attention à ça. Et votre webmaster notamment peut vous aider dans toute l'élaboration de ces processus-là. Il faut bien penser aussi que votre site internet ait du contenu, mais qu'il fasse aussi du maillage interne. Le maillage interne, c'est prendre un lien sur votre page et aussi la faire migrer sur une autre page de votre site. D'accord ? En fait, Google arrive et va analyser votre site internet, il va le scanner et il va voir un petit peu ce que vous faites. Donc, s'il ne comprend pas l'objectif de votre site, ça peut éventuellement dégrader en fait le scoring et surtout le temps, le trafic, tout le temps passé sur votre site. Je crois que Google, au moins de 30 secondes, vous pénalise. En fait, ça veut dire que si votre client il arrive et au bout de 30 ou 45 secondes, votre client repart, Google analyse le temps et vous pénalise parce que soit la personne n'a pas réussi à savoir ce que vous faites ou n'a pas trouvé l'information. Donc, le maillage interne, c'est-à-dire aller d'une page à une autre, faciliter la navigation ou autre, mettre surtout des call to action, ces petits boutons à l'action qui poussent à l'action, et ça, c'est très important. Vraiment vous dire, lorsqu'on a un objectif, lorsqu'on fait une tâche, même le contenu ou une image ou autre, on se demande toujours quel objectif on a. Est-ce que c'est un objectif de visibilité, un objectif de conversion ou un objectif de fidélisation ou autre? Et à partir de là, dès que vous avez fini un contenu, il faut mettre ce call to action en place qui est soit dirigé vers votre produit directement, votre service, sur votre page d'accueil ou un autre lien qui réfère par rapport à ce call to action. Voilà. Ok, merci. Si vous avez des questions, s'il y a des mots qui vous semblent pas clairs, n'hésitez pas à nous demander. On précisera également les petits termes techniques qu'on peut avoir parfois entre nous. Donc il y a également la notion de visuel, on en a parlé rapidement, mais voilà, c'est les images que vous avez pu utiliser. Comment est-ce que vous avez travaillé dessus? Est-ce que c'était des images que vous avez trouvées libres de droit? Est-ce que ce sont vos propres images? Est-ce que c'est de l'IA? Voilà, comment vous avez fait pour imager vos différentes pages et vos différents messages? En ce qui me concerne, comme il s'agit de produits finis et en plus des vêtements, c'est quand même ça donne plus envie quand c'est porté. Donc, quand j'ai créé la boîte, j'ai d'abord créé les réseaux sociaux parce que c'est important pour faire vivre la marque avant que le site soit prêt. Donc, j'ai créé les réseaux. Après, j'ai travaillé sur le site internet et en amont du site internet, j'ai fait mon premier shooting. Donc, comme ça, j'avais toutes mes images donc sur tous les produits que j'avais développés. Je pense que c'est vrai qu'il faut être vigilant. Je pense, on parlait de l'IA, etc. Même pareil, Google maintenant réagit par rapport à des images qui viennent de l'IA. On parlait tout à l'heure de bien nommer les images. Donc, c'est important d'avoir un contenu et qui soit aussi à son image de marque. Mais ça fait partie du cahier des charges et ce qu'on rédige. Quand tu le disais, c'est très important. Quand vous avez travaillé sur votre positionnement, de vous dire, qu'est-ce que fait la concurrence sur mon positionnement? Si vous voulez vous positionner luxe, d'aller voir les marques qui vous attirent et qui pourraient correspondre même dans un autre domaine d'activité à ce que vous voulez faire. Ça vous permet de dessiner un cahier des charges à cette image, ne serait-ce qu'en termes des menus. On parlait tout à l'heure de l'arborescence. Donc, comme j'ai plusieurs catégories de produits, c'est important de voir comment est-ce qu'on veut y accéder. Et donc, je dirais que c'est à partir de là que j'ai aussi travaillé sur une charte d'identité visuelle. Je vais un petit peu loin, peut-être quand on démarre, mais c'est ce que c'est important d'y penser dès le démarrage aussi.
Oui, donc comme je disais, on peut s'inspirer de ce que font les gens et après de se dire, ok, qu'est-ce que moi j'autorise? Est-ce que j'ai des couleurs phares que je m'autorise? Je suis sur la Côte d'Azur, je vais travailler sur le bleu principalement. Qu'est-ce que je vais choisir comme police de caractère? C'est important aussi parce que tout ça, c'est l'image finalement qu'on va retirer quand on va voir votre site internet. Donc là, c'est avoir une charte graphique, je pense que c'est important. Et quand vous travaillez du coup après avec, que ce soit un développeur ou une agence, on pourra revenir sur le sujet, ou vous-même, ça peut être faisable sur WordPress notamment, de savoir vraiment qu'est-ce que vous vous autorisez, comment vous voulez structurer vos pages. Donc la charte, elle sert à ça. Vous pouvez la donner directement à votre agence. Elle sait quelle police vous utilisez, quelles sont vos couleurs phares, comment est-ce que vous traitez les images. Et donc, moi, c'est par là que j'ai commencé. C'est avec mes propres images et je le fais toujours aujourd'hui. Et j'ai même intégré dans mon staff, j'ai une alternante qui est chargée de cette... on va dire identité visuelle et comme ça coûte très cher de faire des images, que ce soit avec un photographe externe, on a de plus en plus besoin de vidéos. J'ai intégré aussi les vidéos, des gifs sur mon site internet. J'ai décidé d'internaliser cette partie et j'ai quelqu'un qui, lorsqu'on a des clientes qui portent le produit, on va aller faire des vidéos de la cliente, on va aller faire des photos en local. Donc c'est aussi une partie finalement que j'ai internalisée. Ça me permet d'avoir de plus en plus de contenu parce qu'on en a besoin pour le site internet quand on a des nouveaux produits, mais on en a besoin aussi pour la communication de contenu sur les réseaux sociaux. Très bien, merci Nora. Victor, toi de ton côté? On a eu une petite difficulté, je pense que c'est intéressant d'en parler. On a créé une nouvelle activité sur le marché. Bon, très bien. On a mis en place ce site internet. Mon objectif, c'était de mettre en place ce site internet avant qu'on finisse ces travaux du e-garage. Parce qu'on a eu 3 semaines de travaux pour mettre en place l'activité. Et ma volonté, c'était d'avoir le site internet pour trouver du client et remplir l'agenda dès le début, dès l'ouverture. Sauf que pour le site internet, il faut des photos. Les photos, vu que notre activité n'existait pas, c'était impossible d'avoir des photos. Donc là, on a dû faire les travaux, et je pense qu'il y a plein d'autres exemples dans la salle où je pense que vous allez avoir cette problématique. Il nous faut un site internet pour commencer, mais on ne peut pas avoir les photos. Donc ça veut dire un site internet qui ne donne pas envie. Donc j'ai dû mettre ma patience de côté, qui est très rare malheureusement, où on a fait les travaux immédiatement. Donc, on a fini à 4h du matin. Le matin d'après, on a fait les photos. Donc, l'erreur, c'est qu'on a des têtes forcément sur les photos au tout début du site internet. On n'a pas de beau visage. On ne sommes pas dans la meilleure présentation possible. Et on finit les travaux et on a lancé l'activité 5 jours après. Et il a fallu dépêcher le photographe, ça veut dire le jour d'après des travaux, prendre le photographe, faire les photos, dépêcher qu'il les traite. Ensuite, le prestataire du site internet, le motiver pour qu'il mette rapidement. Et on a lancé le site, malheureusement, que 3 jours avant l'inauguration. Donc, le lancement de l'activité. Et je pense que ça, c'est un point qui est à souligner, qui est très important. C'est de pouvoir très rapidement, je ne l'ai pas réussi, mais plus tard, ce sera mieux. Mais c'est vraiment de mettre tout au point avant le démarrage de l'activité. Ça rajoute de la crédibilité envers son activité. Merci. Est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, si je reviens du coup sur la partie graphique, c'est vrai que quand vous allez créer votre structure, quand vous allez créer votre entreprise, vous devez réfléchir à qui vous vous adressez. Forcément, il faut que vous ayez une identité visuelle qui soit cohérente avec la cible que vous visez, qui soit cohérente avec le produit ou le service que vous vendez, mais surtout que vous gardez sur toute la longueur de votre site. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer de couleur, changer de police, changer de style graphique d'une page à l'autre. Il faut garder une certaine cohérence graphique tout au long de votre site. Évidemment, ça veut dire que vous devez avoir travaillé ça en amont et que vous devez être assez rigoureux là-dessus. Et que, voilà. Ensuite, c'est vrai qu'au niveau des photos, il y a certaines activités où c'est très compliqué d'avoir des photos, notamment sur les métiers de service. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre, imaginons que vous soyez plombier, que vous soyez électricien ou une autre activité, de prendre quand même des photos de vos réalisations, de vos chantiers. Si vous vendez des produits, essayez de prendre des photos, mais pas simplement sur la photo du produit sur fond neutre. Faites des mises en scène, faites des photos de produits avec les clients. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour de la preuve sociale, des choses comme ça. N'hésitez pas à prendre plein de photos. Vous les exploitez pas, mais au moins, vous avez le contenu.
ou vous pouvez les exploiter aussi pour vos réseaux sociaux. Pas spécialement que pour le site. Moi, je rajouterais juste une chose. Oui, pour la charte graphique, vous pouvez faire un tableau, en fait, des boardings. Et n'hésitez pas à mettre en place des tons, des couleurs, des idées. Faites-vous plaisir aussi, hein, parce que c'est là où je pense que vous avez eu plaisir à créer les logos, les couleurs. Sachez aussi qu'il y a aussi des codes couleurs. Voilà, par exemple, le orange, c'est un peu cheap. Regardez EasyJet ou autre. Faites attention, il faut toujours que ce soit une charte graphique engageante et vraiment cohérente à vos produits, votre service et votre entreprise. Moi, je reviendrai juste au niveau des vidéos, des images sur le site internet. Faites très attention, il faut qu'elles soient vraiment très qualitatives, du 4K. Bon, maintenant, nos téléphones, voire même les appareils photo ont une très bonne résolution par rapport à ça. Et donc, qu'elles soient aussi représentatives, hein, comme tu me l'as dit. Et surtout, faites attention. Hop, bon. Moi, à chaque fois, je rencontre des difficultés lorsque j'analyse la performance des sites web de mes clients. Eh ben, je vois qu'il y a une grosse lourdeur à ce niveau-là parce qu'il y a une conséquence sur la performance du site. Donc, ça ralentit le site. Il y a des conséquences aussi techniques derrière. Et donc, faites très attention par rapport aux vidéos, par rapport au stockage où on peut le mettre dans le serveur ou autre, ou dans les clouds. Voilà, privilégiez aussi des liens qui vont dans des banques d'images, banques vidéo ou autres, parce que vous serez pénalisé. Voilà. Donc, je vous invite, si vous avez déjà votre site internet ou en création, lorsque vous allez éventuellement le lancer, d'aller sur page Speed Inside, PAGESPEED Inside, INSIGHT. Donc c'est Google, en fait, il arrive, vous arrivez sur une plateforme, vous mettez votre lien de votre site internet et à partir de là, il va vous analyser toute la performance et il va dire qu'est-ce qui vous pénalise. Est-ce que c'est le SEO, le contenu? Est-ce que éventuellement c'est les images, la lourdeur, le codage ou autre? Donc je vous invite vraiment à réfléchir à mettre les vidéos et aussi à avoir un petit peu cet aspect green numérique, voilà, où en fait on fait aussi attention à l'écologie numérique. Très bien, merci. Est-ce que parmi vous, vous avez déjà un site internet peut-être qui est en gestation ou qui est déjà créé? Est-ce que vous pouvez avoir des questions par rapport à nos experts qui sont présents ici, par rapport également à nos témoins? Les autres? Ah oui, d'accord. J'ai deux petites questions, si c'est possible. La première, c'est, j'ai pas bien compris ce que vous conseillez de faire pour les vidéos, de les mettre plutôt sur le cloud, c'est ça? Plutôt que dans le site ou pour la lourdeur? Vous pouvez mettre dans le site, il y en a qui mettent des liens vidéo, soit dans le cloud, soit les vidéos YouTube par exemple. Au lieu de mettre directement votre vidéo qui agrandit votre site internet, vous prenez un lien, ça va être un backlink en fait, un lien qui va sortir et qui va diriger vers YouTube. Donc c'est bien parce que en fait, ça fait aussi du trafic Oui. dans votre fait aussi du trafic sur votre plateforme réseaux sociaux. Donc voilà. Je vous ai donné une alternative. Si vraiment vous avez beaucoup de vidéos, n'hésitez pas à mettre un call to action ou un lien directement dessus. Voilà. D'accord. Et si possible, une deuxième, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, je suis arrivé un poil en retard, parce que bon, j'ai déjà fait 2-3 sites internet, mais j'avoue que je galère un peu avec WordPress. J'ai fait du Wix, j'ai fait aussi du WordPress, mais WordPress, en fait, ça me rebute un peu à chaque fois. C'est assez fastidieux. Bon, je ne suis pas un grand technicien, mais je trouvais la simplicité de Wix pour le fait de bouger des blocs, etc., assez intuitive. Au contraire de WordPress, qui après, derrière, c'est un monde infini de possibilités, et ce qui est aussi très avantageux, bien sûr, et je sais que c'est très important, mais aujourd'hui, est-ce que utiliser Wix, c'est un frein, ou bien ça reste toujours quelque chose de possible?
Alors, je dirais que tout va dépendre aussi de votre activité et de ce que vous souhaitez faire. Si vous avez simplement besoin de visibilité, si vous avez simplement besoin de montrer votre activité, ce que vous faites, et que vous ne voulez pas forcément avoir une énorme gestion derrière, peut-être qu'un site internet sur Wix, c'est suffisant. En plus, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités qui interviennent, notamment au niveau de l'intelligence artificielle, du référencement. Il y a beaucoup de choses qui interviennent avec Wix, de nouvelles mises à jour, de pas mal de nouveautés, qui peuvent peut-être vous suffire. Maintenant, si vous voulez passer vers un site internet peut-être un peu plus évolué, que vous avez envie de mettre en place une solution e-commerce peut-être un peu plus grosse, que vous avez beaucoup de produits à vendre, je ne sais pas quelle est votre activité encore une fois. C'est dans le service, de toute façon, prestation de service, assez simple au départ. Donc peut-être que finalement, votre besoin, c'est le client arrive sur mon site internet, le client me contacte, que ce soit pour une demande de devis, que ce soit un contact par téléphone ou un envoi par email. Voilà. Pensez quel est le chemin le plus utile. Est-ce que finalement, une solution plus simple comme Wix n'est pas suffisante à l'heure actuelle? Voilà. C'est les questions à se poser. Ok, merci beaucoup. Ça dépend aussi par rapport à votre parcours utilisateur. Si, là, je vais parler un petit peu de UX, User Experience. J'invite aussi à aller voir sur Webikeo mon intervention sur le SXO. Donc, c'est un mélange de l'UX, dans l'expérience utilisateur, et le SEO. Voilà. Donc, tout ça, il faut arriver à bien le combiner et surtout voilà, connaître son persona, voir un petit peu quelle expérience utilisateur il aura. À partir de là, vous pourrez un peu plus optimiser vos pages. Et les pages, en fait, ça va dépendre de votre Content Management System, donc votre CMS. Est-ce que voilà, vous avez plutôt opté pour du WeCommerce qui est bien pour les débutants parce que dedans, il y a du no-code, c'est des blocs, donc pour vous, c'est mieux. Mais n'oubliez pas aussi que voilà, il y a des interfaces un peu plus intuitives, notamment sur WordPress, mais qui demandent un peu plus de technicité au niveau du codage, notamment connaître le HTML et CSS. Voilà. Donc après, si vous arrivez à monter en compétence un petit peu au niveau du codage, c'est bien quand vous êtes bloqué, mais Wix en fait a beaucoup limité au niveau du SEO aussi. Donc il faudrait voir, comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, l'objectif un petit peu. Si c'est que dire vos services et puis mettre un petit peu de maillage interne, donc les liens d'une page à une autre pour arriver directement à la page contact ou notre page, ça peut faire. Mais surtout, réfléchissez au parcours utilisateur. Merci Aurèle. J'ai une autre question, madame. Ça fonctionne? Alors moi, ça y est. Alors, comment ça sur WordPress? Donc je travaille sur WordPress et donc je regarde évidemment la vitesse du site sur Speed Inside et donc je voudrais savoir, j'ai aussi codé. Alors je suis novice mais j'ai appris à coder et du coup mon site ralentit et je voulais savoir si quel code vous utilisez pour limiter dans votre CSS. Qu'est-ce que je peux faire parce que la vitesse j'ai tellement pratiqué, j'ai tellement codé, j'ai tellement que le site n'arrive pas à le permettre au-dessus de 80. D'accord, alors on a plutôt une question sur la vitesse du site. Madame a donc travaillé sur WordPress et a eu à coder sur son site internet. Donc voilà, la question était de comment améliorer la vitesse. Donc on est peut-être sur quelque chose de très technique. Donc Aurèle, je te laisse la parole sur 2-3 minutes et puis ensuite on va avancer. Ok, alors moi ce que je vous conseille c'est que lorsque vous le lancez ou lorsque votre site au bout d'un trimestre est lancé, voire même tous les trimestres, au niveau du référencement naturel, il y a 3 audits à faire.
Il y a un audit technique. Donc, dans ce cas-là, il y a un logiciel qui s'appelle Screaming Frog, S-C-R-E-A-M-I-N-G, espace Frog, comme la grenouille, F-R-O-G. Je vous le dis à vous parce que, d'après ce que j'ai compris, vous savez coder. Un petit peu, voilà. Ok. Bon, juste pour finir, en fait. Ouais, on va finir sur le référencement. Lorsque vous arrivez je vous invite à faire vraiment un audit technique. Donc, vous pouvez scanner en fait votre site internet et à partir de là, le logiciel va vous donner tous les défauts, tout ce qu'il y a à corriger au niveau de la profondeur, au niveau des mots-clés, au niveau des liens cassés. Voilà. Donc, il va analyser tout votre site et il va vous sortir tout ça. Il faudrait en fait y remédier. Donc, au niveau des LCP, je pense que c'est au niveau de la vitesse, la performance notamment. C'est un peu compliqué. Parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Je vous invite vraiment à aller voir mon webinaire sur Webikeo. J'en parle à la fin, en fait, voilà, sur le LCP. Après, c'est assez technique, mais vous pouvez éventuellement corriger tout ça. Voilà. Merci. Donc, on a parlé de l'architecture, de la construction du site. Aujourd'hui, on a besoin aussi d'être bien référencé pour se faire connaître dans la jungle d'Internet. Donc, qu'est-ce que vous auriez comme conseil à apporter, peut-être votre expérience, votre retour d'expérience, et puis ensuite on demandera à la Chambre de métier, à la Chambre de commerce de renforcer peut-être votre expérience. Les bonnes techniques pour se faire référencer, ça veut dire c'est la rédaction. La rédaction, elle est un peu clé. Donc, effectivement, au préalable, il faut travailler sur sa stratégie de mots-clés, notamment. Et une histoire d'arborescence, de regarder aussi ce que fait la concurrence pour vous différencier. Moi, en l'occurrence, au départ, je suis partie sur vêtements de sport. Et je me rappelle que j'avais pris un freelance sur du SEO pour faire une étude et savoir comment je sortais. Vous sortez en fait sur les premières pages, aux deuxième page, aux troisième page. Et c'était très compliqué. Et puis à un moment donné, j'ai compris que je n'allais pas pouvoir me battre face à des sites de Nike ou d'Adidas qui avaient des dizaines et dizaines de pages de texte. Et donc forcément, c'était peine perdue. Et du coup, il faut trouver plutôt une stratégie. Alors on appelle ça de longue traîne, notamment, d'avoir en fait des groupes de mots qui vous correspondent et de travailler plutôt une stratégie de différenciation plutôt que de travailler sur vêtements de sport femmes ou vêtements de sport hommes que tout le monde travaille. Donc ça, voilà, moi c'est un de mes apprentissages qui est important sur le référencement naturel. Et puis par la suite, alors effectivement, quand on va plus loin, on a ces histoires de vitesse, ça ne vient pas en premier, mais quand vous faites un bilan, on peut aller un peu plus loin sur des trucs techniques. Effectivement, quand on fait de l'e-commerce, on va vouloir optimiser son taux de conversion. Donc maintenant, il y a des spécialistes de CRO, hein, ça c'est aussi des acronymes, Conversion Rate Optimization. Et donc, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans et qui vont vous dire, OK, vous n'arrivez pas à convertir ou votre taux de conversion n'augmente pas autant que vous voulez, on va tout passer en revue. On va regarder vos fiches produits. Hein, le référencement, c'est aussi comment est-ce qu'elles sont rédigées, vos fiches produits. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de ChatGPT. Alors, c'est vrai qu'on a tout fait à la main, mais on savait qu'il ne fallait pas dupliquer, qu'il fallait à chaque fois faire du nouveau contenu. Aujourd'hui, on peut le faire, je l'utilise un petit peu, mais pas pour toutes mes fiches produits. Mais d'après ce que j'ai compris, il faut faire quand même attention. Il faut peut-être diversifier ses sources d'IA. Et puis surtout bien briefer, bien prompter en fait, par rapport aux objectifs que vous avez sur vos fiches produits et par rapport à votre structure. Voilà. Donc, en tout cas, le référencement, c'est fondamental parce que c'est la partie gratuite, entre guillemets. Si vos mots et votre structure de mots, elle ressortent bien, même sur Google. Quand on va faire une recherche, on va tomber sur vous. Et c'est ça qui est très difficile, mais c'est ça qui paye. C'est, on va dire, une stratégie de long terme versus les ads. Parce que ça, je ne sais pas si on en parlera, du SIA, donc Search Engine Optimization et Search Engine Advertising. Parce que la publicité, ça va être du ponctuel. Vous allez réussir à convertir. Et c'est en payant sur le court terme. Alors que le SEO, quand vous avez un site, au bout de plusieurs années, vous allez être référencé et ça ne va rien vous coûter. Donc, c'est ça qui est important. Tout à fait, merci. Victor, en 2 mots peut-être ? Alors, on a eu plusieurs astuces pour rendre efficace le site dès le début. C'est faire parler de nous, beaucoup.
Et ça, c'est de l'énergie, du temps, mais au final, au niveau investissement, il est pratiquement de zéro. On a eu des reportages, donc que ce soit au niveau de l'écran, que ce soit au niveau du papier. Et ça nous a énormément aidé pour rendre attractif le site internet et surtout que le téléphone sonne, in fine. Donc ça a été vraiment la presse. Il faut les contacter. Ils ont, en tout cas, ils nous ont accueillis à bras ouverts. Donc je pense que tout type d'activité peut être intéressante là-dessus. Ensuite, on a eu, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est d'avoir, on dirait comme ça, c'est un peu. On a eu des youtubeurs qui sont spécialisés. Donc on a eu par exemple des VTC, donc des chauffeurs privés, qui ont une chaîne YouTube. Et eux, ils nous ont énormément aidés. Ils sont venus voir le garage, on les a accueillis de manière gratuite. J'ai absolument rien payé. Et ils ont fait des reportages. Et en fait, on s'est aperçu que beaucoup de gens dans la réparation des véhicules, et donc électriques, regardent beaucoup YouTube. Et grâce à ça, en fait, on a eu du clic sur le site internet. Et ensuite, quelque chose de classique, vous allez me dire, mais c'est vraiment de diffuser des flyers du site internet dans des commerces. Par exemple, on a un salon de coiffure et une boucherie qui nous amène 1 à 2 clients par semaine, chacun. Donc on a 4 clients juste en diffusant par semaine des flyers dans des commerces classiques dans notre entourage. Donc ça, je trouve, il faut vraiment pas oublier le côté. Il y a le côté numérique, mais il y a le côté aussi, ce côté-là qui est ancien, qu'on n'exploite plus forcément et qui est vraiment attractif. Très bien, merci. Est-ce que vous pouvez rebondir sur le référencement, qu'il soit naturel ou ensuite on a parlé également de tout ce qui était ads. Donc voilà, très rapidement, on est un peu pris par le temps. On a essayé de couvrir pas mal de thèmes, de thématiques. Si vous avez des questions, on va y répondre juste après. Oui, concernant le référencement naturel, je dirais qu'une des choses les plus importantes, c'est la régularité. Une fois que vous avez créé votre site, vous l'avez créé, il faut que vous puissiez le mettre à jour. Sinon, évidemment, votre score de référencement Google va baisser. Pour ça, comment ça se passe ? Vous allez créer peut-être de nouvelles fiches produits, ou peut-être de nouveaux services, ou peut-être que vous allez parler de vous différemment. Vous allez peut-être aussi créer un blog sur lequel vous allez mettre des articles. On parlait tout à l'heure de long train. C'est justement par cette méthode-là que vous allez pouvoir aussi bien référencer votre site internet sur les recherches de vos clients. Savoir, en fait, comme tu le disais tout à l'heure, comment les clients peuvent tomber sur moi. Quelle va être la question que peut se poser le client pour tomber sur mon site internet. Et en fait, on se rend compte que le client n'arrive pas sur notre site internet toujours par la page d'accueil. Peut-être que des fois, vous allez sur un site internet, vous tapez votre question sur Google, je ne sais pas, comment planter des tomates, vous atterrissez sur le site de Botanique et à partir de là, vous allez faire vos achats sur le site internet. En fait, il faut réfléchir comme ça. Comment est-ce que le client se pose la question et comment est-ce que je fais pour me référencer sur cette question ? Autre chose qui est très important, c'est la structure de vos pages. C'est-à-dire que quand vous allez créer vos pages, il faut qu'elles soient structurées de manière cohérente. On commence par un grand titre et après un sous-titre, un paragraphe, un sous-titre, un paragraphe. À vous de voir comment vous le faites, mais il faut que ça suive une certaine hiérarchie. Si tu veux continuer sur... Voilà. Donc, juste pour vous dire, je ne sais pas si vous êtes en création de site internet ou autre, si je rebondis par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure, par rapport à au webmaster. Le webmaster n'a pas spécialement les compétences en SEO, donc il faut arriver à compléter. Regardez un petit peu si le webmaster peut vous faire du référencement naturel en plus ou peut que vous faire la structure de votre site. Il faut faire attention. Pas tous n'ont les compétences. Il y en a qui sont plus techniques et qui vont plus coder et qui vont vous sortir ce que vous voulez aussi parce que votre cahier des charges et les échanges que vous avez eus avec lui, ils ont été très fructifs. Mais surtout, faites attention. Prenez un bon webmaster, mais à côté, vous pouvez prendre un expert en SEO. Ou sinon une agence qui a normalement toutes ces deux compétences mixées. Je reviens aussi par rapport au e-commerce. Faites attention aussi à mettre en place du marketing automation, donc du marketing automatique notamment pour vos relances paniers, pour vos newsletters, pour la validation de votre commande. Il faut faire attention à tout ça. C'est très important parce que ça va augmenter aussi vos ventes, vos taux de transformation et autres. Donc, il faut aussi bien faire attention à votre plateforme emailing et ce que vous allez mettre aussi dedans pour essayer de faire la vente additionnelle.
Enfin, le site internet, c'est vraiment un outil qui fait partie d'une stratégie multicanal, comme tu l'as dit. Donc, on peut être aussi en adéquation avec les réseaux sociaux ou une stratégie backlinking ou d'une annuaire ou autre. Mais en tout cas, si vous avez un très très bon site bien référencé avec de belles vidéos, de belles images, une belle charte graphique et autres, et que vous n'arrivez pas à analyser en fait tout ce qui entre dans ce site, ça ne sert strictement à rien. Donc on a un petit peu omis l'analyse des métriques, donc des KPI, des Key Performance Indicators, c'est les indicateurs clés de performance. Donc, parce que la plupart du temps, c'est du Google Analytics 4. Et je vous invite vraiment à, une fois par semaine, ou une fois... Bon, il y en a, ils font une fois par mois, mais bon, vraiment une fois par semaine, ça dépend un petit peu ce que vos services et vos produits, à aller analyser. Donc, il y a différents canaux, les canaux d'acquisition, c'est-à-dire à partir de là, on va me dire par quel canal le visiteur est venu. Est-ce qu'il est venu par les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est venu par un lien d'un blog? Est-ce qu'il est venu directement en tapant directement le nom de mon site? Ou est-ce qu'il... Voilà, donc là, c'est vraiment un canal d'acquisition. Aussi, il y a d'autres KPI comme la démographie qui va un petit peu faciliter votre persona, c'est-à-dire votre cible. Il y a le temps de visite, il y a les taux de rebond. Enfin, il y a beaucoup de KPI à voir et je vous invite vraiment à mettre un indicateur, vraiment un analyseur de métriques dans votre site web, tout simplement. Voilà. Bien, merci. Merci à vous. Alors, on est pris par le temps, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir aborder tous les sujets qu'on le souhaitait, notamment peut-être la fourchette de prix d'un site internet. Donc ça, si vous avez des questions, je pense que vous êtes à disposition après les conférences pour pouvoir y répondre. On a également la question sur le bon prestataire, ce qu'on attend d'un bon prestataire si on veut totalement déléguer la création de son site. On a également le fait de pouvoir protéger son site internet, donc soyez bien conscient également qu'il faut bien protéger son site, de tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui, mais on a beaucoup de cyberattaques, donc voilà, en cas de cyberattaque, il y a des choses à mettre en place, donc n'hésitez pas également à venir questionner nos deux experts, ils sont là pour y répondre. Et puis si vous avez déjà un site internet, vous avez les possibilités d'audit également. Voilà, donc très rapidement, si vous voulez dire 2 mots sur ce que vous pouvez apporter en termes de conseils, et puis ensuite on conclura. Alors pour ma part, comme je le disais tout à l'heure, j'accompagne les entreprises artisanales sur leur présence numérique dans un dispositif qui s'appelle le déclic numérique, c'est-à-dire que j'interviens directement chez l'artisan pour 2 rendez-vous. Durant ces 2 rendez-vous, on discute de votre présence en ligne, on établit ensemble un plan d'action en fonction de vos besoins sur le numérique, et à l'issue de ce plan d'action, on met directement les choses en place. La plupart du temps, c'est comment vous faire gagner du temps, rester pertinent pour votre clientèle. Voilà. C'est bon, merci. Eh bien, moi, je vais vous accompagner en fait dans l'élaboration de votre site internet, non pas en opérationnel, mais éventuellement à mettre en place la rédaction d'un cahier des charges, à mettre l'UX, donc l'expérience utilisateur, le référencement naturel. Voilà, je peux éventuellement faire des audits, un état des lieux de ce que vous avez déjà mis en avant et surtout travailler ensemble, vous montez aussi en compétences sur des leviers digitaux, n'importe lesquels, le SIA, SEO, tout ce qui est complémentaire. Et surtout, moi, l'objectif, c'est que vous puissiez connaître en fait vraiment tout l'écosystème de par les leviers digitaux pour arriver à optimiser votre site web, tout simplement. Très bien, merci beaucoup. Merci Nora pour ton retour d'expérience. Merci également Victor. Merci à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire pour la fin peut-être ? Moi, mon prestataire est juste en haut. Ok. Sans faire de publicité, je n'ai pas été rémunéré pour ça. Mais voilà. Très bien, merci Nora. Alors moi, j'ai migré de plateforme parce que je sais que c'est des sujets qui reviennent. Et, bon, et les prix, ça peut varier. On peut en parler
de 0 à de 5 à 10, 15 jusqu'à 100 000. Je crois qu'à une époque, je travaillais chez Petit Bateau, on avait fait un site à 100 000 euros. Donc voilà, les prix, il y a des grosses fourchettes. Mais je crois que, aujourd'hui, si on veut faire de l'e-commerce, il y a aussi, sans faire de pub, il y a des plateformes CMS comme Shopify qui sont hyper simples et où on peut commencer quasiment gratuitement avec justement une commission sur vos ventes. Et puis avec plein d'applicatifs qui se pluguent, on parlait tout à l'heure, et c'est vrai qu'on pourrait parler de ces sujets-là, d'automation, etc., pendant des heures, parce qu'il y a effectivement plein de choses pour booster les ventes. Il y a des applis qui vous font aussi de la vente complémentaire. Tout ça, ça se plug facilement aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et ça permet aussi à des gens qui ne sont pas des spécialistes de pouvoir à peu près maîtriser son site. Donc moi, je dirais qu'il y a des solutions rapides aujourd'hui, alors n'hésitez pas. Il ne faut absolument pas prendre peur, c'est hyper accessible de pouvoir faire de la prestation de création de site internet. Souvent, il est vu où c'est un investissement lourd. Personnellement, j'en ai eu pour 3 000 € pour pouvoir mettre en place ce site internet et être crédible sur le web. Voilà, c'est un point, je pense, important. Très bien, merci à tous. Par la suite, du coup, vous avez une autre conférence qui s'enchaîne. Voilà, donc c'est sur l'intelligence artificielle